Vous entendez un peu, c'est bon? Bon, voilà. Donc, on va faire une petite séance comme ça, un peu cinéma. Vous voyez, je vais même jusqu'à imiter la silhouette de... Oui, je crois. Ah, vous voyez, il y a une ressemblance un peu. Ouais, on a bien remarqué. Alors, le titre de la conférence, c'est l'univers primordial, le popcorn primordial plutôt, et l'univers né. Donc, je vais vous proposer, en fait, ce soir, c'est un peu soirée polar. Donc, je vais vous proposer sur Canal Sab, en fait, on a deux choix de programme. Deux enquêtes policières, hein, ce sera des polars à chaque fois, avec du suspense à chaque fois, de la gravité, quelque chose de grave, de la gravité, des ondes positives, des ondes tout simplement, de l'amour, des frissons, enfin, comme dans toutes les belles histoires, quoi. Des trahisons, tout ça. Et puis on va savoir qui, il y a deux enquêteurs qui vont être là, qui vont un peu on va voir qui va arriver à résoudre l'énigme en premier. Alors, les deux, voilà. Il y a d'un côté et l'univers mai, donc le popcorn primordial. C'est l'histoire de ce qui s'est passé au mois de mars avec une équipe qui a annoncé qu'ils avaient trouvé l'inflation, les traces de l'inflation dans le fond diffus cosmologique. Donc le popcorn primordial, c'est ça, le popcorn c'est l'inflation, c'est pop comme ça. L'univers qui grandit d'un seul coup. Et puis de l'autre côté, vous avez Nevers et Nevers, parce que l'univers naît, forcément. Oui. Et oui. Alors Nevers et Nevers qui, en anglais, se dit never say never. Voilà. Donc ne jamais dire jamais. Et puis jamais, jamais avec jamais comme ça, parce que le popcorn c'est avec du maïs. Ouais. Alors, il y a un film qui est meilleur que l'autre, hein, vous verrez, il y a un film qui est franchement meilleur que l'autre. Mais je vais vous demander de choisir, on ne sait pas. Pour te dire, je suis né à Nevers, hein, donc ça va être un peu l'histoire. Là, c'est un peu l'histoire de la naissance de l'univers, et ça, c'est un peu l'histoire de ma naissance à moi, ce qui n'a pas franchement beaucoup d'intérêt non plus. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu pour donner envie? On a d'un côté, on a Nevers qui est un peu au milieu de nulle part, et puis qui est entre le nulle part et le jamais, puisque never c'est jamais, donc Nevers c'est jamais quoi. Et l'univers naît, c'est le début de l'univers, donc c'est aussi entre le nulle part et le jamais, parce que l'espace et le temps ne sont pas encore nés, donc on est à l'aube du nulle part et du jamais quoi. Le synopsis, c'est un Ocornet s'est échoué sur les bords de la Loire. Bon, c'est ma naissance, vous voyez le truc un peu flasque, bon bref. Et puis, dans l'univers né, vous avez un corps, mais c'est de la matière, c'est la première matière de l'univers, qui est né et qui est retrouvé dans les lueurs du ciel. Donc c'est les images de Planck qu'il faut disséquer pour savoir comment l'univers est né. Donc c'est pas l'autopsie d'une mort, c'est plutôt l'autopsie d'une naissance, quoi. En quelque sorte. Et puis d'un côté, vous avez un polar de série B, et de l'autre côté, la polarisation des ondes B. Donc vous verrez ce que c'est plus tard, vous comprendrez le jeu de mots plus tard, parce que celui-là fallait quand même. Et puis là, on aura un ton un peu grave, et puis là, on aura un ton plutôt gravitationnel. Voilà. Alors, ouais, j'ai chaud là déjà. Alors d'un côté, on aura Alice Nevers. Vous voyez, Alice Nevers. L'inspecteur d'élite aussi, forcément. Et puis l'autre, on aura la mission Bicep. Alors vous voyez, c'est un peu les gros bras, c'est un peu 24 heures, les gros bras et tout. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais celui-là, on peut le mettre un peu dans les deux, parce que
la dernière saison de 24 heures, la saison 9, elle faisait que 9 épisodes. Donc quelque part, c'était un peu 9 heures. Vous voyez. Bon. Après, il y en aura moins de jeux de mots. Là, c'est pas bon. Alors, vous voyez, donc on va faire l'autopsie un peu de la première lumière de l'univers, donc d'un corps, quelque part. Donc ça rappelle un peu la série Body of Proof, si vous connaissez, avec Megan Hunt, qui fait des autopsies de corps pour révéler un peu la vérité. Et puis on aura donc deux équipes, l'équipe Bicep et puis l'équipe Planck. L'équipe Planck, bon, c'est des gens discrets, vous voyez, ils se planquent un peu tout le temps, donc c'est un peu l'inspecteur Gadget, c'est des gens, des spécialistes du camouflage quelque part. Donc, et puis on aura la technique, donc ici on aura la technique, les deux, la Bicep et puis Planck, les deux moyens d'observation. Et puis ici on aura Monsieur Nevers qui est là, à la technique. On peut applaudir, s'il vous plaît. Monsieur Nevers, il s'appelle vraiment Monsieur Nevers. Qui nous fait la technique à chaque conférence. Donc voilà. Alors, donc je vais vous demander de choisir alors lequel. Qui est-ce qui vote pour Nevers, c'est Nevers? Non, qui est-ce qui vote pour l'Univernais? Oui, oui, quand même, ouais. Je comprends. Donc allez-y, prenez du popcorn et puis on va commencer. Hein. Alors moi je commence à avoir chaud, donc je vais enlever mon pull si vous voulez bien. Vous pouvez chanter, hein, vous avez le droit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au mois de mars, le début de l'enquête, c'est ça. C'est au mois de mars, l'équipe de Bicep, je vais vous dire après ce que c'est, qui annonce que, ça y est, on a découvert, on a fait une grande découverte, celle de l'inflation. L'inflation de l'univers, dans les tout premiers instants de l'univers, donc je vous expliquerai un peu ce que c'est que l'inflation. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été imaginé, le principe de l'inflation, il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, si on le découvre aujourd'hui par l'observation, c'est quelque chose qui vaudra forcément un prix Nobel. Donc, le Bicep, qui est une équipe, un observatoire déjà, avec une équipe de recherche plutôt américaine, a annoncé de manière tonitruante qu'ils avaient découvert l'inflation et que c'était eux les plus forts et qu'ils avaient résolu le mystère, quoi. Donc, un petit rappel des faits. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? D'abord, vous avez sans doute vu ce genre d'image assez souvent. Qu'est-ce que c'est que cette image? C'est un peu l'évolution de l'univers. Alors, de notre univers, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est l'univers en entier, c'est un petit bout d'univers dans lequel on est. C'est-à-dire que nous, si on regarde autour de nous et qu'on trace un cercle dont les bornes sont ce qu'on peut voir en fonction du temps que la lumière met à nous arriver, on a un univers qui s'appelle l'univers observable. Donc l'univers observable, on peut s'imaginer qu'au début c'est un tout petit truc, et puis que ça grandit, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose de très étendu dans l'optique de la théorie du Big Bang. Alors cette théorie, elle dit quoi? Elle dit qu'au tout début, l'univers a augmenté d'un facteur incroyable. Il y a eu une énorme expansion d'un seul coup comme ça, et que après ça a duré très peu de temps, et qu'après l'univers a été plutôt en expansion moins importante, mais en expansion quand même, et que donc au début il y avait énormément de matière dans cet univers, de densité de matière. On se bousculait un peu les uns les autres. Et puis cette matière, c'est un petit peu avec l'expansion, c'est un petit peu dilué jusqu'à ce que, vous voyez, vous êtes un photon dans cette matière, vous interagissez avec la matière, c'est-à-dire que les photons, la lumière, c'est émis par des atomes, c'est absorbé par des atomes, mais à l'époque, les atomes, la matière est tellement serrée sur elle-même que un photon qui est émis est récupéré tout de suite par un autre atome, donc l'univers est complètement opaque, il n'y a pas de lumière qui s'en dégage. Et il faut attendre en fait que cet univers se décompresse en fait pour avoir la première lumière de l'univers. Cette première lumière, elle est
Elle arrive vers 380 000 ans après le début de l'univers. Et vous en avez sûrement entendu parler, c'est la première lumière que capte aujourd'hui le satellite Planck et que a étudié aussi Bicep. Sauf que Planck l'a étudié dans son ensemble, alors que Bicep a étudié une toute petite partie. Donc voilà, pour poser un petit peu l'histoire, donc ce qu'on va étudier, c'est ce corps-là, c'est notre corps sur lequel on va enquêter. Donc celui de la naissance de la première lumière, la naissance de l'univers. Parce que vous comprenez que c'est la première lumière qui s'est échappée de l'univers. Donc, comme dans les séries, quand vous avez un corps devant vous, ce corps, il peut parler. Si vous enquêtez dessus, si vous faites une autopsie, il va vous révéler des choses de l'histoire de la personne, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a mangé dans les 4 heures avant, de si elle avait des maladies, s'il a eu une jambe cassée un jour, des choses comme ça. Et cette première lumière, elle va garder en elle aussi les empreintes, les traces de tout ce qui s'est passé avant. Donc on suppose, y compris de cette phase d'inflation. Donc l'idée, c'est quand même bien d'enquêter sur cette lumière pour trouver des traces de sa naissance. De la naissance de l'univers. Donc il y a plusieurs témoins. Les premiers à avoir étudié cette lumière, c'est Penzias et Wilson, qui ont eu un prix Nobel. Petit PN, ça veut dire que cette découverte leur a valu un prix Nobel. Ensuite, il y a eu un satellite qui s'appelait Kobe, auquel on a remis aussi un prix Nobel. Ensuite, il y a eu un satellite WMAP, et puis récemment, le satellite Planck européen, qui a fourni cette carte. Alors, qu'est-ce que c'est cette carte? C'est un scan de l'ensemble du ciel à une certaine longueur d'onde, donc dans les micro-ondes, c'est des ondes vraiment très faibles, qui révèlent une lumière. Alors vous voyez qu'il y a des fluctuations, mais en vrai, ces fluctuations elles sont très petites. Il faut s'imaginer que tout ça, c'est pratiquement uniforme. C'est une lumière d'une certaine couleur, d'une certaine longueur d'onde, qui est à peu près pareil partout, avec des fluctuations de l'ordre de 1/100 millième, vous voyez, entre le point bleu ici et puis un point neutre, s'il y a 1/100 millième de degré Kelvin d'écart, quoi, donc c'est pas grand chose. Donc c'est une carte qui est largement uniforme, mais c'est les petites fluctuations qui vont peut-être, qui auront déjà donné un certain nombre de résultats qui ont permis d'étudier plusieurs choses en faisant l'autopsie de ce corps. Donc notamment, il semble que, voilà, on fait des analyses, donc c'est un peu des analyses de ce qui se passe dans cette image, et puis on peut en déduire beaucoup de choses sur la naissance de l'univers, la courbure spatiale de l'univers, la densité d'énergie noire, la densité de matière baryonique, la densité de matière noire, la vitesse d'expansion de l'univers, l'amplitude des fluctuations, etc. Plein de choses. Et puis, alors vous voyez dans les séries, c'est assez marrant parce que quand vous regardez cette série-là en particulier avec Megan Hunt, Body of Proof, des fois elle vous dit des trucs, vous comprenez rien, c'est clair. Il y a un langage comme ça, médical, dit ouais, on a retrouvé des traces d'isobalmumine, je sais pas quoi dedans, et ça veut dire que voilà, en fait on comprend rien. Alors on la croit sur parole. Et là, Megan vient nous dire l'inflation peut être perçue dans le fond cosmologique par la détection de la polarisation de la lumière en mode B, caractérisant les ondes gravitationnelles dans la surface de dernière diffusion de lumière par effet Thomson. Vous me croyez? Bon, moi ça ne me suffit pas. On va essayer de voir ce que tout ça veut dire. On va essayer. Alors il y aura moins de jeux de mots, hein, évidemment. Mais on va essayer de le faire. C'est comment est-ce que, exactement, dans cette première lumière de l'univers, on peut détecter l'inflation. Alors d'abord, c'est quoi l'inflation? L'inflation, ça veut dire que l'univers, en gros, n'est pas né tout habillé. Si
si on rembobine le film depuis maintenant, vers la naissance de l'univers, au taux d'expansion qu'il y a actuellement, au taux d'expansion moyen, on va se retrouver vers le début de l'univers avec un univers qui est quand même relativement grand, notre univers observable, je parle, qui est quand même relativement grand, qui n'est pas rien en fait, mais qui est à la même température partout. Donc c'est un peu comme montre l'image de Planck. On a la même température partout. Vous voyez ce que voyaient Penzias et Wilson en 1965, eux, ils n'avaient pas les moyens de détecter les fluctuations. Donc pour eux, c'était une température, la première lumière de l'univers, déjà 380 000 ans après le Big Bang, c'était la même température partout. Donc 380 000 ans avant, c'était aussi la même température partout. Donc ce qu'on aimerait savoir, c'est pourquoi un univers qui a déjà une certaine taille a la même température partout. C'est un petit peu comme dans une pièce, si vous chauffez avec un radiateur qui est ici, bah, le temps qu'à l'autre bout la température s'équilibre avec ici, il va falloir un certain temps. Donc c'est pareil, pour que la température se brasse dans l'univers et que l'univers ait la même température partout, il faut un certain temps qui ne peut pas dépasser, enfin le signal ne peut pas se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Donc ça nous donne, voilà, ça nous dit qu'entre l'instant où l'univers est pratiquement rien et la première seconde, il y a déjà, même pas la première seconde, on va voir tout à l'heure l'échelle, mais c'est même pas la première seconde, il y a déjà, on ne comprend déjà pas pourquoi l'univers a la même température partout. L'idée, c'est qu'il faudrait que l'univers soit beaucoup plus petit au départ, et que, pour que la température ait eu le temps d'être uniforme partout, et qu'après il gonfle complètement, ce qui expliquerait sa taille d'aujourd'hui, tout en gardant cette idée que la température est la même. Et bien ça, c'est l'inflation. L'inflation, c'est de se dire, voilà, j'ai un petit univers, le temps depuis sa naissance lui permet d'avoir la même température partout, mais après, la seconde d'après, il faut qu'il soit beaucoup, beaucoup plus grand pour que ça respecte la taille de l'univers aujourd'hui. C'est ça l'inflation. Donc c'est le fait que l'univers est un pop-corn finalement, qu'au presque début, eh ben, il fasse pop comme ça, il grandisse d'un seul coup, il gonfle d'un seul coup, mais alors de facteur phénoménal, c'est-à-dire il grandit de 10 puissance 26 fois en 10 puissance moins 35 secondes, 10 puissance 26 fois, alors le milliard c'est 10 puissance 9, donc c'est 10 puissance 27, ce serait des milliards de milliards de milliards. Donc il grandit d'un milliard de milliards de milliards de fois, et ça c'est un minimum en plus, hein, en 10 puissance moins 35 secondes. Vous imaginez le pop-corn, hein, la vitesse d'expansion du pop-corn. Et puis la densité de l'univers change d'un seul coup, on estime que c'était une densité de 10 puissance 90 kg par mètre cube. Vous voyez le truc? Ça ne s'imagine même pas. Vous prenez un 1, vous mettez 90 zéros derrière. Allez-y, copiez-moi 90 fois un zéro. On va s'amuser. Déjà ça, il y a une 90 zéros. Et puis il y a une température de 10 puissance 34. Bon, ça c'est des moyennes parce que les chiffres varient d'une théorie à l'autre. Bon, voilà. Et donc forcément, dans ce cadre-là, dans une expansion si rapide, il y a création d'ondes gravitationnelles. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi les ondes gravitationnelles? Bon, bah, allons-y. Qu'est-ce qu'une onde gravitationnelle? L'onde gravitationnelle part du fait que la gravitation, c'est pas quelque chose de magique. C'est-à-dire que la gravitation, c'est pas un signal instantané qui vous dit « viens vers moi ». Le soleil ne dit pas instantanément à une comète « viens vers moi ». Ça ne se passe pas comme ça. Donc, la gravitation, un signal de gravitation met un certain temps à se propager.
Alors comment on peut expliquer ça? Assez simplement, avec un exemple avec un stylo. Imaginez que vous avez une étoile double, avec une étoile de chaque côté, à chaque bout du stylo comme ça. Et cette étoile double, les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre. On est d'accord? Donc quand elles sont comme ça, il y a un champ de gravitation qui est autour d'elles, donc qui va permettre d'attirer les objets qui sont autour, les planètes, les machins comme ça. Par contre, quand elles auront tourné d'un quart de tour, le champ de gravitation, il ne sera plus le même. Il faut s'imaginer que vous aurez des lignes de champ qui n'auront pas la même forme. Donc au fur et à mesure qu'elle va faire un tour, cette étoile, enfin, que les deux étoiles vont faire un tour, même plusieurs tours, le champ qui est autour d'elle, le champ de gravitation, va changer de forme. C'est-à-dire qu'un point qui est là, il ne va pas avoir la même information quand les deux étoiles seront comme ça et quand elles seront comme ça. Mais cette information, il faut le temps qu'elle se propage à ce point. Donc c'est une information comme quoi la gravité change, qui va se propager à travers l'espace. Ça, c'est une onde gravitationnelle. C'est exactement ça. Quand vous avez un champ de gravitation qui change, il y a émission d'ondes gravitationnelles. Voilà. Un petit peu comme quand vous faites tourner une lampe, par exemple. Si vous avez un faisceau qui tourne, un phare comme ça, le temps que la lumière arrive à un point et que vous voyez le phare, il ne va pas s'écouler un temps nul, il va y avoir un certain temps. Alors, donc, ça c'est le principe des ondes gravitationnelles. Alors, quand est-ce qu'on peut avoir des ondes gravitationnelles? Quand on a une gravité qui change, donc quand on a des charges qui ne sont pas disposées pareil entre un instant et un autre. Donc c'est le cas de ça, vous avez des charges qui sont disposées différemment. C'est le cas notamment aussi pour une supernova. Supernova, c'est une étoile qui explose, mais très très violemment. Donc avant l'explosion et après l'explosion, les charges ne seront pas réparties pareil. Et puis c'est le cas de l'inflation aussi, puisqu'on passe d'une densité très 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 importante à une densité qui sera moindre après que le popcorn ait explosé. Les masses seront réparties différemment dans l'univers. Donc, on va avoir, dans le cas d'une inflation, émission d'ondes gravitationnelles qui seront assez importantes, puisque puisque l'inflation, c'est quand même quelque chose de très violent. Alors là, je parle d'Ulse Taylor. En fait, Ulse Taylor, c'est des gens qui ont justement éprouvé ce principe. Ils ont fait des mesures sur une étoile binaire, donc deux étoiles comme ça, et ils ont remarqué effectivement que cette étoile binaire, au cours du temps, perdait de l'énergie, parce qu'elles émettent des ondes gravitationnelles, donc elles perdent de l'énergie, et que du coup elles se rapprochent l'une de l'autre, parce qu'elles perdent de l'énergie. Et le calcul qu'ils ont fait, en fonction de ce qu'elles pouvaient perdre comme onde gravitationnelle, correspondait exactement à l'observation du temps de leur rapprochement. Donc ça, c'est pareil, ça leur a valu aussi un prix Nobel, en 1993, je crois. Voilà, donc ça, c'était sur des étoiles binaires. Donc l'inflation, donc l'inconvénient, c'est que la gravitation, déjà, c'est pas quelque chose de très puissant. C'est beaucoup moins puissant, par exemple, que l'interaction électromagnétique ou des choses comme ça. Et que du coup, des ondes gravitationnelles, une légère fluctuation de la gravitation, ce sera encore moins puissant que ça. Ce sera très 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 faible. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'inflation est un phénomène suffisamment puissant pour qu'on puisse détecter des ondes gravitationnelles, donc dans cette première lumière de l'univers. Donc, les ondes gravitationnelles, une fois que l'inflation a eu lieu, elles se baladent dans l'univers, comme ça. L'univers continue son expansion, elles se baladent avant la première lumière. Elles n'arrêtent pas de se balader, elles traversent l'univers, comme ça.
et elles vont être piégées dans la première lumière de l'univers par la polarisation. Vous voyez, prenez pas peur, quand je mets quelque chose en orange comme ça, c'est que je vais l'expliquer. Et du coup, elles vont laisser leur empreinte dans la première lumière. Alors, comment elles vont faire ça? Qu'est-ce que c'est déjà que la polarisation de la lumière? Vous savez que la lumière est composée d'un onde électromagnétique. Donc la lumière est composée d'un champ électrique et d'un champ magnétique. On peut s'imaginer un champ électrique, un champ magnétique, si on fait comme ça. Si je prends le champ électrique, un faisceau lumineux, il va vous arriver dans l'œil avec un champ électrique qui soit dans cette direction-là. Alors c'est perpendiculaire à la direction de propagation, donc s'il se propage comme ça, son champ électrique va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, un petit peu n'importe comment. Et bien la polarisation, c'est quand tous les faisceaux ont un champ électrique qui est orienté exactement pareil. Donc le champ magnétique aussi, par la force des choses, mais on va s'attacher qu'au champ électrique. Donc imaginez une onde polarisée, c'est une onde où tous les champs électriques sont comme ça, dans cette direction-là. Si elle est polarisée autrement, elle pourrait être par exemple comme ça. Ça, c'est une autre polarisation. Une onde non polarisée, c'est quand les champs électriques sont un peu n'importe comment d'un rayon à l'autre. Alors, on a des exemples de polarisation dans la nature. Par exemple, quand vous allez au cinéma voir un polar, eh bien, vous pouvez avoir des lunettes 3D. Les lunettes 3D marchent exactement avec la polarisation. C'est-à-dire que vous avez un verre qui filtre les rayons lumineux dans une certaine polarisation et un autre qui les filtre dans une autre polarisation. L'idée de la vision en 3D, en fait, c'est de ne pas avoir la même image sur un œil et sur l'autre. Donc en fait, sur l'écran, vous avez deux images, mais une qui est polarisée dans un sens et l'autre dans l'autre. Du coup, votre œil ne reçoit pas la même image, et c'est comme ça que vous voyez la troisième dimension. Donc ça, c'est une application concrète, cinématographique, de la polarisation. Alors, vous avez aussi un phénomène de polarisation quand vous êtes au bord de la mer, en fait, un rayon lumineux, un rayon du soleil, qui se réfléchit sur la surface de l'eau, quand le soleil se touche, va être polarisé. Alors ça marche comment? C'est ce qu'on appelle l'effet Thomson. Vous voyez, imaginez, vous avez un rayon lumineux qui est polarisé un peu n'importe comment. Vous voyez, le fait qu'il y ait une croix comme ça, c'est polarisé comme ça, et puis dans toutes les directions que vous voulez. Eh bien, en fait, quand il va arriver à la surface de l'eau, ou même de la neige, ça se passe aussi avec la neige, il y a un angle de polarisation qui va avoir un effet sur les électrons qui sont sur la surface, et il va repartir en fait en ayant perdu une part, tout un segment de polarisation, et il va ressortir avec une seule polarisation. Donc une surface peut polariser, surface conductrice peut polariser comme ça un rayon lumineux. Voilà, c'est ce qui va se passer exactement dans notre fond diffus cosmologique. Alors, autre chose, avant de passer une petite étape intermédiaire, quel va être l'effet des ondes gravitationnelles sur l'espace, en fait, notamment sur l'espace qui va entourer un électron. Il faut s'imaginer que avant que la première lumière de l'univers soit émise, on est dans un plasma, c'est-à-dire une masse où circulent des protons, des électrons, de la matière chargée. Donc, on peut se demander quel est l'effet d'une onde gravitationnelle qui traverse un plasma comme ça. Donc vous prenez par exemple un électron, et puis vous regardez ce qui se passe autour de lui,
Donc vous imaginez, il faut s'imaginer là que vous avez une onde gravitationnelle qui traverse comme ça un cercle. On prend un cercle comme ça d'espace. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, d'après Einstein, la gravitation, la gravité courbe l'espace-temps. En fait, quand le Soleil attire une planète, par exemple, c'est pas parce qu'il lui dit viens ici, en fait, il déforme l'espace-temps autour de lui, et tous les objets qui arrivent dans ce champ déformé, eh bien, ils vont suivre des lignes d'espace déformées. Donc voilà, l'espace-temps est courbé, et les objets, même la lumière, vont suivre des lignes comme ça qui sont courbées. Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une onde gravitationnelle aussi va déformer un peu l'espace autour d'elle. Et elle va le déformer comment? Eh bien, en fait, elle va le déformer de deux manières. Ben, comme ça, exactement comme ça. Sauf que là, c'est un truc périodique. Il faut s'imaginer qu'une onde gravitationnelle due à l'inflation, c'est one shot, quoi. C'est juste une déformation qui va se produire, alors dans un sens et puis dans l'autre. Voilà. Donc, je vais essayer de vous le faire en mode gymnastique. Allez, on va essayer. Je pose mon micro. Vous voyez, je suis là, comme ça. Je suis pas un avion. Je suis mon cercle, avec deux directions. Une direction horizontale, une direction verticale. Donc j'ai un cercle tout autour de moi. Eh bien, l'effet de l'onde gravitationnelle, donc au départ je suis comme ça, c'est que je vais avoir une compression d'abord, et puis quelque chose qui va s'étirer. Donc, un petit exercice pour la gym du matin. Vous allez d'abord avoir... Attendez, hein, vous allez d'abord avoir un truc comme ça, et un truc comme ça. Vous voyez, une déformation dans ce sens-là et une déformation dans ce sens-là. Quoi? Pas synchronisé. Non, tu veux le faire avec moi? Allez, Véronique qui est à Julien. Ça va être Eric et Marc. Voilà, donc vous voyez, l'espace va être déformé, donc une onde qui traverse comme ça va déformer l'espace d'abord longitudinalement, puis verticalement, ou l'inverse. Voilà. Mais il y a deux directions de déformation. Donc ça, il faut s'imaginer que ça, c'est autour de n'importe quoi, y compris d'un électron. Alors ça se passe comme ça. Si vous avez un espace, un cercle autour d'un électron comme ça, eh bien, il va avoir une compression dans ce sens-là, il va revenir, et puis une compression dans ce sens-là. Du coup, l'espace va être d'abord compressé comme ça, et puis compressé comme ça. Ça veut dire quoi que l'espace est compressé? Ça veut dire que, imaginez que vous êtes un électron dans cette matière de l'univers au tout début. Vous avez des photons de la lumière partout autour de vous. Eh bien, vous les verrez comment, ces photons? Ben, si vous prenez la déformation quand elle est comme ça, vous allez voir la longueur d'onde de ces photons qui va être d'un côté compressée, dans ce sens-là, et de l'autre côté étirée, comme ça. Donc vous aurez, ça c'est l'effet Doppler, ou apparenté, vous aurez, alors les longueurs d'onde, c'est ce qui correspond aux couleurs. Vous savez, on prend l'exemple de la couleur visible. Quoi? Question? Oui, ça c'est le bordel. Parce que si vous regardez bien, là, ça va être l'inverse en plus. Donc ça dépend des normes. Oui, on me fait remarquer qu'ils ont mis le rouge chaud et c'est pas moi qui l'ai fait, hein, ça. Et le bleu froid. Mais en fait, la lumière visible, l'arc-en-ciel en fait, que vous voyez, c'est de la couleur bleue à la couleur rouge. La couleur bleue est plus chaude, plus intense, normalement, que la couleur rouge.
Par contre, quand vous compressez l'espace, l'onde va raccourcir sa longueur d'onde et du coup va être décalée vers le bleu, vers les longueurs d'onde plus chaudes, vers le bleu. Alors que si vous l'étirez, dans ce sens-là, elle va aller plutôt vers le rouge. Donc c'est le sens de ce schéma en fait. Alors vers le rouge ou vers le rouge, c'est quand c'est étiré, vers le bleu, c'est quand c'est compressé. Donc ça va être plus chaud ou quand c'est compressé et plus froid quand c'est étiré. Donc vous comprenez que du coup, ça va se retrouver quand on va capter la première lumière de l'univers. On aura des petites fluctuations comme ça qui seront dues à ça. En plus des petites fluctuations qui apparaissent naturellement, là, les 100 millièmes de Kelvin dont je vous ai parlé, on aura des petites fluctuations qui auront certaines directions comme ça. Alors imaginez, vous avez autour d'un électron, ici, vous avez deux rayons lumineux qui vont arriver, un qui sera étiré, l'autre qui sera compressé. Et bien, avec notre diffusion Thomson qu'on a déjà vu tout à l'heure, les deux vont se combiner, chacun va donner une polarisation, et du coup on va ressortir de là avec un signal qui sera polarisé suivant deux directions, mais une qui sera plus chaude que l'autre. Ça va? Oui? Qui c'est qui est largué? D'accord. Comment je peux vous expliquer ça? Bon, on y reviendra tout à l'heure, si vous avez des questions. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ça va se produire au moment où la lumière va être délivrée, au moment où la première lumière de l'univers va être émise. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Elle était où ma première lumière? Celle-là. Au moment où cette lumière-là est émise, on a donc déjà des fluctuations qui seront très petites, mais en plus dans ce signal-là, on va pouvoir détecter peut-être des polarisations, c'est-à-dire des petits schémas qui sont comme ça en croix, avec un côté qui est plus chaud que l'autre. Des petites directions, enfin des ondes, ça c'est de la lumière. Donc dans la lumière, on peut détecter de la lumière qui est polarisée. Voilà, il suffit d'utiliser les bonnes lunettes. Comme tout à l'heure, on a vu que des lunettes peuvent détecter une polarisation. Il suffit de savoir détecter cette polarisation. Voilà. Ou sinon, vous faites comme dans Body of Proof si vous ne comprenez pas les détails. L'important, c'est de comprendre la vie. Alors, voilà Megan qui nous dit que les ondes gravitationnelles polarisent donc de la lumière suivant un champ tensoriel. Et c'est là que je vous ai tous perdus. Un champ tensoriel. Bon Dieu, mais c'est quoi ce machin? Non, voilà, c'est ce que c'est. Voilà, pas vraiment. Si, quand même. Alors, mais ça va être simple par contre. Eh bien, on va faire un peu de météo. Vous allez entendre parler en physique d'un champ scalaire. C'est un mot super barbare. Mais par contre, vous le comprenez très bien quand vous regardez la météo le soir. Un champ scalaire, c'est un espace, une carte, on peut dire, où vous avez des valeurs différentes. Ici, vous avez des valeurs de température différentes. Donc un scalaire, c'est un nombre, tout simplement. Donc, un champ scalaire, c'est ça, c'est une carte météo, avec des valeurs de température. Par contre, en météo, vous pouvez aussi avoir une carte des vents. Ça, ce sera un champ vectoriel. Un champ vectoriel, un vecteur, c'est pas seulement un nombre, c'est un nombre avec une direction et un sens. Par exemple, vous voyez qu'ici, il y a des vents qui sont orientés. Vous pouvez établir une carte comme ça,
ça, chaque petite flèche, là, finalement, c'est un vecteur, c'est ce qu'on appelle un vecteur, qui vient du latin, qui veut dire véhicule, en fait. C'est donner une direction à quelque chose. Donc, ça, c'est un champ vectoriel. Ça, c'est un champ scalaire, ça, c'est un champ vectoriel. Un tenseur, un champ tensoriel, ben, c'est juste la même chose que ça, mais avec deux directions. Au lieu d'avoir une direction pour le vent, on va avoir deux directions. Et vous voyez bien que ma polarisation, là, juste avant, elle avait deux directions. Une comme ça, une comme ça. Ça va ou ça va pas? Oui, non? Tout le monde a compris les tenseurs? Oui? C'est bon. On attend la suite. Bon, c'est bon. Tout va bien. Alors, bah, bicep, en fait, bicep 2, parce que bicep, c'est le programme en général, mais ça, c'est la deuxième partie de bicep qui a fait ça. En fait, elle a juste fait la carte des vents du fond diffus cosmologique. Donc, il n'y avait pas des vents, hein, mais c'est un peu la même idée qu'une carte des vents. Autant Planck, au départ, avait fait une carte en ne relevant que les valeurs de température, les petites fluctuations. Alors la température est liée à chaque fois avec une couleur de la lumière. Là, vous avez une couleur générale, mais il y a des petites fluctuations qui se traduisent en couleurs plus ou moins avec une longueur d'onde un petit peu plus et un petit peu moins de la valeur moyenne. Et donc chaque photon traduit une température. Donc vous avez une carte de température en fait. Dans ce que fait Planck, il prend le fond de ciel, prend tout le fond de ciel tout autour. Vous prenez le soir, hein, vous avez la moitié du ciel, vous allez dans l'hémisphère sud, vous prenez l'autre moitié. Lui, il est allé dans l'espace, c'est plus pratique. Et puis il a fait une carte il a relevé les températures de ce fond diffus sur tout l'ensemble de la voûte céleste. Et il a fait une carte des petites fluctuations. Voilà. Ça, à chaque point, il y a une valeur de température. En fait, ce qu'a fait Bicep, du coup, lui, il a repéré les polarisations. Donc c'est un petit peu, donc ces polarisations que je vous montrais tout à l'heure, comme ça, c'est un petit peu comme s'il avait fait un peu une carte des vents, en quelque sorte, une carte de vecteur. En fait, c'est un tenseur, mais en fait, comme ces deux directions perpendiculaires, on peut ne prendre qu'une seule direction. Il a pris une seule direction, et l'autre, on la trouve automatiquement. Donc, ce que les Américains ont annoncé au mois de mars, c'est qu'ils avaient découvert la carte des vents du fond diffus cosmologique. Quand je dis vent, vous imaginez pas qu'il y a un vent, hein, vous comprenez. Okay. C'est la carte des vecteurs de polarisation. Alors, eh ben, ils étaient contents, on est les plus forts, ils se sont dit, on a découvert l'inflation, parce que leur carte, du coup, elle montrait qu'il y avait une polarisation en mode B, qu'elle était due forcément à l'inflation, donc qui venait aux ondes gravitationnelles d'abord, aux ondes gravitationnelles dues à l'inflation. Donc ils ont dit, on est les meilleurs, on mérite le prix Nobel. Mr. Bicep, vous voyez, hein, Bicep. Et puis voilà, on a gagné, on a sauvé le président, voilà. Les modes B prouvent les ondes gravitationnelles, donc l'inflation. Au fait, pourquoi on a appelé ça le mode B? Petite parenthèse, pourquoi on a appelé ça le mode B? C'est une analogie, en fait, au champ électrique et au champ magnétique dans une onde électromagnétique. Quoi? C'est une analogie au champ électrique et au champ magnétique dans les ondes électromagnétiques. On note souvent B, le champ magnétique. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que l'un est le rotationnel de l'autre. Un mot barbare encore. Rotationnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites tourner un courant dans une bobine, par exemple, eh bien, vous allez avoir un champ électrique qui sera, un champ magnétique, pardon, qui sera perpendiculaire à la surface où passe le courant.
Inversement, si vous prenez un fil ou passe un courant, vous aurez un champ magnétique qui va s'enrouler autour de ce courant. En fait, le champ électrique et le champ magnétique sont liés l'un à l'autre. Il suffit d'en faire tourner un pour avoir l'autre. Quoi? Johann Maxwell? Oui. Et si je leur dis ça, ça ne peut pas le faire. Johann Maxwell, on y va? Voilà, donc, quand je dis que l'un est le rotationnel de l'autre, ça veut dire que si vous faites tourner un champ électrique, vous obtiendrez un champ magnétique. C'est pas plus compliqué que ça. C'est une petite parenthèse pour expliquer que là, en fait, ils ont appelé ça mode B, un peu par analogie. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de champ électrique et de champ magnétique, c'est juste une analogie. Mais par contre, avec cette définition, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux polarisations possibles. Il peut y avoir une polarisation en mode E et une polarisation en mode B. Et effectivement, c'est ce qu'a trouvé Bicep aussi. Il a donc fait une carte aussi de la polarisation en mode E. Et on remarque que la polarisation en mode E a des valeurs qui sont bien plus importantes que la polarisation en mode B. Bon, ça a une petite importance pour la suite, parce que, figurez-vous, que arrive Planck. Après, les Américains qui ont dit « ouais, on est les plus forts, on a trouvé tout », Planck il dit je sors de ma cachette là, j'ai un petit truc à dire. Bon, Planck c'est le truc qu'on a envoyé dans l'espace et qui a livré une première carte, mais il continue en fait de dépouiller ses données, parce que lui aussi, il avait pour mission de voir si les ondes B, les polarisations B, étaient détectables ou pas. Alors, il leur dit comme ça, oui, mais les ondes B, elles peuvent être dues aussi à des ondes E transformées en polarisation B. Alors, comment on peut faire ça? Il y a deux moyens de le faire, par effet de l'antigravitationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un effet de l'antigravitationnel? Je vous ai dit tout à l'heure, une masse courbe l'espace-temps autour d'elle. Imaginez, je suis une masse, je suis Alfred Hitchcock, j'ai de l'importance, comme on dit. Ça se voit mieux comme ça. Et il y a un rayon qui arrive de là-bas. En fait, je vais créer un champ gravitationnel autour de moi, puis il va suivre le champ gravitationnel. Imaginez une masse importante, c'est-à-dire un énorme amas de super-amas de galaxies. Et les rayons d'un objet lointain vont contourner finalement l'astre, et ça va faire comme si c'était une lentille en fait. Vous voyez, les rayons ils vont être émis un peu n'importe où, puis quand ils vont rencontrer ça, ils vont tourner autour, parce que l'espace-temps va être dévié. Ils vont tourner autour, et puis il y a des rayons qui vont se reboucler pour arriver sur la Terre, ou sur le point d'observation. Mais vous voyez qu'au cours de ce trajet-là, eh bien, la polarisation, si le signal est polarisé, la polarisation va tourner. Donc vous imaginez un champ polarisé qui tourne, s'il est en E, quand il va tourner, il va se transformer en B, puisque l'un est la rotation de l'autre. Vous voyez? Donc on peut créer des modes B avec des modes E par effet de l'antigravitationnel. Il y a un autre cas, c'est les poussières dans la galaxie. Alors les poussières, elles vont imaginer que la galaxie est aussi, peut avoir un champ magnétique, localement ou pas, et que les poussières peuvent suivre un champ magnétique, peuvent s'orienter suivant le champ magnétique. Et il se trouve qu'il y a des poussières qui vont émettre des signaux polarisés à peu près dans les mêmes fréquences que le fond diffus cosmologique, et qui seront, au départ c'est des modes E, mais avec le champ magnétique ils vont être polarisés B aussi. Donc ça peut aussi un petit peu embêter notre signal, ça peut faire des signaux qui ne sont pas dus au fond cosmologique, qui viennent se superposer à ce qu'on a déjà. Et du coup,
En fait, Planck, c'est là où Planck est plus fort en fait que Bicep, c'est que Bicep, lui, ne couvrait qu'une petite partie du ciel, du côté du pôle. Et alors que Planck, lui, il regarde tout le ciel. En plus, Bicep, il n'avait qu'une longueur d'onde, il observait que dans une couleur en fait. Et Planck, lui, il observe dans 6 longueurs d'onde différentes. Donc lui, il peut un peu éliminer les signaux un peu parasites. Dire, bah voilà, je sais que mes poussières, par exemple, elles émettent dans telle longueur d'onde, mais par contre, elles ne vont pas émettre dans telle longueur d'onde. Donc je vais pouvoir un peu sélectionner. En combinant mes signaux, je vais avoir une cartographie déjà des polarisations B qui sont dues aux poussières, donc je vais pouvoir les enlever de mon fond cosmologique. Ça, c'est une carte qu'ils ont émise justement. Vous voyez qu'on a encore les mêmes polarisations en fait là. C'est une carte qu'ils ont émise après l'annonce de Bicep pour leur dire attendez les gars, vous avez vu là, nous on a détecté des polarisations B qui sont dues à autre chose qu'à l'inflation. Il se trouve qu'ils ont été ils ont fait durer le suspense, vous voyez, parce que Bicep observait par ici. Ils sont bien gardés au départ de mettre les poussières, enfin les polarisations dues aux poussières qui étaient dans la région où observait Bicep. Vous voyez, il y a encore du suspense, hein, c'est un vrai feuilleton. Et ensuite, ils ont donné une estimation, en fait, de où est-ce qu'il y avait dans l'espace, parce que c'est dû à notre galaxie, donc où est-ce qu'il y avait autour de nous, dans notre galaxie, des modes B qui étaient issus des poussières ou pas. Alors tout ce qui est en rouge, c'est là où il n'y en a presque pas. Et tout ce qui est en bleu, vert, etc., c'est là où il y en a quand même pas mal. Il se trouve que là où observe Bicep, c'est cette région-là. Et vous voyez que c'est pas négligeable, quoi. C'est pas dans le rouge, c'est entre le bleu et le vert, donc c'est sûrement pas négligeable. Donc, quand ils ont annoncé ça, on était sûr là que les données de Bicep avaient intégré un résultat faux. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement l'inflation qu'ils voyaient, mais il y avait une composante qui n'était pas due à l'inflation, qui faussait tous leurs résultats. Bon, ben, voilà. Du coup, il y a une autre anomalie qui a révélé Planck dès le début, c'est que si vous prenez l'ensemble des fluctuations, l'ensemble des polarisations qui sont dues à tout, et si vous prenez celles qui sont dues à l'inflation, dans leur résultat initial, Bicep trouvait qu'il y avait 20%, un facteur de 0,2 comme ça, qui était dû à l'inflation par rapport au reste. Alors que Planck, dans les premières estimations, disait que ça ne pouvait pas dépasser les 11%. Donc il y avait un bug qui s'explique maintenant, du coup, puisqu'ils ont compté dans leur signal quelque chose qui était plus que les ondes B, de l'inflation. Donc voilà, ça a permis aussi de lever cette anomalie, donc, et de dire que l'annonce de Bicep, pour le coup, là, était surfaite, quoi. Donc finalement, on ne sait pas trop, dans ce qu'a donné Bicep, qu'est-ce qui est dû à l'inflation et qu'est-ce qui est dû à des signaux parasites. Et bien, du coup, on attend la prochaine saison du feuilleton, parce qu'on en est là. Planck, maintenant, continue son enquête, parce qu'il dépouille encore leurs données. Et leurs données, c'est toujours de savoir, est-ce que, dans ce que eux, ils ont enregistré avec le satellite Planck, ils peuvent avoir un niveau de précision suffisant pour détecter les ondes, les polarisations en mode B, dues à l'inflation. Et bien, ils ont dit qu'ils donneraient leurs résultats en automne 2014. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans l'actualité, et que quand les prochaines annonces sortiront, vous aurez tout compris. Et du coup, on va attendre la prochaine saison.
Et comme on va attendre aussi la prochaine saison des Revenants, je ne sais pas si vous connaissez cette série, ou de Twin Peaks, parce que j'ai appris hier que Twin Peaks revenait après 25 ans d'attente et que la prochaine saison de Twin Peaks serait diffusée en 2016. Et que du coup, c'est peut-être Dale Cooper qui va nous révéler l'inflation. Je ne sais pas. Voilà. Je vous remercie. Donc moi, je vais peut-être vous revoir dans 25 ans, je ne sais pas. Sauf si vous avez des questions maintenant ou quelqu'un, je peux commencer à y répondre.